Bonjour à toutes et à tous. Effectivement, l'école nous a demandé de faire un tour de ce qui se faisait en compréhension système feu dans les pays avec lesquels on avait des contacts. Donc on a, pour diverses raisons, pas mal de contacts dans pas mal de pays. Et donc on a fait un petit récapitulatif. Alors c'est extrêmement compliqué parce qu'on n'a pas les mêmes missions. Donc on a fait un petit rappel des missions chaque fois. Parce que quand on parle de volume horaire, ça dépend de quelles sont les missions à la fin. Donc on a fait une bonne partie des pays européens, quelques pays en Europe mais non dans la communauté, et après quelques pays dans le monde, un peu partout, ou surtout où on avait des contacts. Alors il y a des pays, on n'a pas fait le Bénin, le Burkina Faso, enfin il y a quelques pays comme ça où on n'a pas eu d'infos particulières. On a essayé de se comparer avec des pays dont on pense qu'ils ont quelques idées dans le domaine. Donc, déjà en Europe, donc le CSF c'est un sujet qu'on retrouve mondial, hein, il y a pas mal de pays qui travaillent, certains qui sont très en avance, d'autres qui débutent. L'avantage est qu'ils débutent avec déjà pas mal d'éléments de droite et de gauche. Et l'avantage c'est que n'ayant pas d'histoire dans le domaine, ils n'ont pas de honte à demander, donc c'est beaucoup plus simple. Donc on a divisé en quatre grands quartiers l'Europe, hein, le nord, le sud, l'ouest et la centrale. L'Europe du Nord, Suède, Finlande, Danemark, avec une particularité, effectivement, c'est sur la Finlande. Non, pardon, pas la Finlande, la Norvège, on ne l'a pas mis. La Norvège n'est pas dans la communauté économique. L'Europe centrale, la Pologne et la Croatie, qui n'est pas dans la communauté économique, mais qui effectivement est assez active dans le sujet. L'Europe de l'Ouest, avec les pays qui nous entourent, en fait, la Suisse étant en Europe mais pas dans la communauté, et l'Europe du Sud, 3 pays. On a intégré la Grèce récemment, enfin ce matin, on a travaillé encore ce matin dessus, parce qu'on a toujours des infos qui arrivaient. Donc on en a parlé. Et ensuite le reste du monde, comme dirait une certaine émission, avec l'Afrique, alors un pays particulier, puisqu'ils sont actuellement en procédure de marché pour un très gros système de formation sur la CSF. Et la France est candidate, bien sûr. L'Amérique du Nord avec les 2 grands pays qui la composent. L'Amérique du Sud, on a pris 3 pays dont on a des infos. Et ensuite l'Asie, dans l'Asie on a mis un peu de tout, donc par exemple on n'a pas la Chine, mais on a Hong Kong, alors c'est un peu particulier, mais c'est quand même dans la Chine. La Chine, on ne l'a pas noté, mais on a quelques infos, puisqu'on a travaillé dessus suite à l'explosion qu'il y a eu il n'y a pas longtemps. Vietnam, Malaisie, Corée du Sud, Australie, Nouvelle-Zélande, où là on a des contacts plus faciles. Donc ça fait un peu listing inventaire à l'après-vert, mais pour faire des comparaisons, c'est difficile de faire différemment. Donc en fait, une partie des contacts, bon là c'est Stéphane qui va prendre le relais, une partie des contacts viennent d'une association, enfin, d'une organisation en fait qui est mondiale. Et la dernière conférence qui s'est passée il y a quelques semaines, hein, je crois, c'est 15 jours, 3 semaines. Oui, c'était au mois de septembre. C'est passé en Belgique et il y a 18 pays qui sont représentés, donc d'ailleurs beaucoup des pays dont on a eu les infos par la suite. Donc vas-y, explique un peu. Donc cette organisation, qui est une organisation non officielle, c'est plus un concept qui a été amené par un des précurseurs suédois de la formation, en l'occurrence le docteur Stefan Svensson, a pour objectif de rassembler un certain nombre de personnes impliquées dans le domaine de la formation incendie. Et l'idée étant effectivement de mettre en corrélation et puis en relation les gens qui ont du savoir dans le domaine scientifique pour le transcrire dans le domaine opérationnel pour l'amélioration et la modification de nos pratiques. Donc c'est un concept qui a été initié en 2008 et puis donc qui continue. Donc bon, c'est un réseau informel, dirons-nous, qui a été initié en Suède et chaque année il y a un pays organisateur différent et cette année c'était nos collègues donc de Bruxelles qui accueillaient la réunion qui s'est déroulée sur 4 jours avec un panel d'activités qui comprenait d'une part un certain nombre de présentations par des scientifiques, des pompiers et différents acteurs de la formation. Et puis également des aspects pratiques avec des passages en simulateur sur le site de l'école, puisque nous étions hébergés dans une école de la banlieue de Bruxelles, qui est une école qui s'appelle Pivot, qui est une école régionale qui abrite une partie lutte contre l'incendie, qui abrite une partie secours à personne et
une antenne également pour la formation de la police. Donc en fait, l'ensemble des services de secours ont un site de formation commun et donc avec des spécificités et un plateau technique adapté. Et donc voilà, c'est un concept qui est toujours assez intéressant parce que ça permet de régulièrement de pouvoir un petit peu échanger sur les pratiques, sur un peu les matériels, sur les techniques pédagogiques, etc. et d'avoir une vision assez large sur ce qui se fait dans le monde, dans le domaine de l'enseignement. Alors juste en complément de ce que disait Michel tout à l'heure, dans les chiffres et des éléments qu'on va être amené à vous présenter, il convient de prendre en compte le fait qu'effectivement dans les différents pays, cette notion de compréhension du système feu et les différents items qui rentrent dans les volumes de formation ne sont pas tous strictement identiques. Donc voilà, les volumes horaires qu'on a pu vous donner sont le plus proche possible de ce qu'on met dans la notion de compréhension du système feu, mais selon les pays, il y a aussi des approches qui sont un petit peu différentes, quoi. Donc au niveau de l'Union européenne, donc on a mis une carte pour rappeler, hein, donc on a tous les grands pays. Alors on a quelques éléments sur l'ancienne, on va dire l'Europe de l'Est, qui est très diverse au niveau des niveaux techniques. Par exemple, la République tchèque, la Hongrie sont assez en avance au niveau. Ils sont très fortement partis sur le système allemand. Les trois États baltes, l'Estonie, la Lituanie et la Lettonie, on n'a pas d'infos. Donc on a par contre tous les pays historiques en fait pas mal de contacts, personnellement à cause de la normalisation, puisqu'ils sont là depuis très longtemps en normalisation avec nous. Les derniers pays, ils n'ont pas encore trop les moyens, alors même si nous effectivement, avec notre demi-poste DG pour faire la normalisation, c'est un peu limité comparé aux 32 postes allemands ou 28 postes anglais, mais on essaye quand même de suivre un petit peu, de se raccrocher. On va commencer par la Suède. Donc, alors, on a mis par chaque fois en haut le travail des sapeurs-pompiers. Donc en Suède, c'est de l'incendie et les secours techniques, rien d'autre. Donc quand on vous dit qu'ils ont une formation de base des pompiers professionnels de 2000 heures, c'est uniquement pour ces missions-là. D'accord ? Donc 2000 heures de formation de base pour un pompier professionnel, 360 heures pour un pompier volontaire. Donc effectivement, il y a des différentiels, on a vu des différentiels assez importants dans les différents pays. Mais enfin, là, on est quand même parmi les plus importants. Sachant qu'en ce qui concerne la Suède, c'est un des pays, si ce n'est le pays, je dirais, le plus avancé dans le domaine de la connaissance et le lien entre la partie scientifique et la partie mise en application et transcription des pratiques opérationnelles. Et aussi qu'on vient de rendre à César ce qui appartient à César, puisque c'est quand même eux qui ont introduit le concept CFBT, le fait d'utiliser des containers maritimes comme support en ce qui concerne les sites de formation, qui ont développé les choses, qui ont des écoles adaptées. Il y a 3 écoles qui dépendent de l'équivalent de la sécurité civile, qui sont réparties sur le territoire national. Vous avez en termes d'équipement, chose que... enfin, je ne sais pas s'il y en a, je dirais pas qu'il n'y en a pas ailleurs, mais je ne l'ai vu qu'à cet endroit-là, ou sur l'école de Revinger, on a par exemple un amphithéâtre comme celui dans lequel on se trouve, sauf que derrière, c'est un amphithéâtre dédié à la compréhension du système feu et à apprendre ce qui se passe. Donc derrière, au lieu d'avoir il y a des écrans bien sûr, mais ces écrans peuvent être remontés, et derrière, vous avez une grande vitrine. Et derrière, vous avez un petit plateau feu, et on est capable, donc en étant en chemisette, d'expliquer ce qui se passe, le système feu avec des ventilateurs, avec des systèmes de sprinklage, etc. Donc voilà, il y a vraiment des outils qui sont dédiés à la compréhension et à la mise en œuvre de ces systèmes. Avec là aussi un exemple, une chose intéressante, souvenir de mon premier passage à Revinger, donc pour la première réunion de l'IFIW en 2008, où il y avait effectivement sur le site de l'école un certain nombre de pompiers, et puis il y avait un groupe de personnes en civil qui étaient là, pour certains avec des cheveux longs, des tenues qui n'étaient pas forcément celles qu'on attend toujours chez les pompiers. Et donc je questionne mon hôte en lui disant mais qui sont ces personnes ? Et en fait il m'explique mais ça ce sont les architectes, les élèves architectes, puisque dans leur cursus de formation, ils font 3 semaines à l'école des pompiers, essentiellement dans les passages en caisson, pour comprendre effectivement quelles sont les contraintes que doivent subir les pompiers dans le cadre de leur phase, de leur travail de lutte, et pour mieux comprendre pourquoi, là aussi, les règles de construction doivent être appliquées de manière pragmatique. Voilà.
C'est le seul endroit jusqu'à maintenant où j'ai pu rencontrer ce genre d'application et de lien de cette nature, en tout cas, entre la profession d'architecte et celle de pompier. Donc ça, c'est l'entrée de Réving, d'ailleurs. Donc pour voir les drapeaux, c'est tous les États qui sont autour, la Norvège, le Danemark, etc. Donc en fait, tous les pays qui sont là-haut, vous allez voir les mêmes chiffres, parce que c'est des programmes totalement identiques avec les mêmes missions. Avec un cas particulier pour le Danemark. Vous savez que c'est le seul corps de pompiers privé qui existe. C'est le seul endroit où vous avez des pompiers privés sur le domaine public. C'est la société qui s'appelle Falck. D'ailleurs, on commence à la trouver, si vous vous intéressez un peu au sujet. On commence à la trouver un peu partout en Europe. Elle fait des secours en Espagne, elle fait pas mal de plus en plus de choses. La particularité au niveau du Danemark, c'est que la très grande majorité des corps est constituée de personnel privé de la Falck. Mais par contre, les chefs de centre sont toujours des personnels communaux. Et les textes auxquels sont soumis les personnels de la Falck sont les mêmes textes que les pompiers professionnels. Par exemple, comme la capitale du Danemark, à Copenhague, c'est des pompiers professionnels. Et ils ont les mêmes textes que la Falck. C'est juste vraiment une fourniture de services qui est assurée par la société. Tout ce qui est texte étant des textes nationaux réglementaires et ils s'adaptent à ces textes-là. Par contre, le matériel et le personnel, c'est un marché qui est soumis par la commune pendant 5 ans, qui définit que le jour et la nuit, je veux tant de personnel avec tel niveau de formation, avec tel type de matériel, etc. Et après, c'est à la société d'assurer le fonctionnement du matériel et la mise à disposition permanente du matériel. Donc c'est la particularité, c'est le seul pays. Et les écoles sont des écoles d'État. Les écoles de formation ne sont pas privées. Donc c'est la particularité européenne. Dernier pays, c'est l'Autriche. Alors après, on change, on descend un peu, on passe à l'Europe de l'Ouest. Donc on a fait l'Autriche. L'Autriche, c'est un peu basé sur l'Allemagne, c'est un peu le même principe. Là, les pompiers font incendie plus secours technique, mais après, vous avez aussi du SAP, mais c'est des personnels dédiés. C'est souvent pas les mêmes qui font les deux. Alors on trouve éventuellement des personnels anciens qui ont bénéficié d'une équivalence, qui peuvent faire sur des gardes différentes les deux missions. Les nouveaux personnels sont systématiquement dissociés. Ils sont soit dans la section sanitaire, soit dans la section incendie. Les deux sections n'étant pas poreuses, il n'y a pas de communication entre les deux. Ça, c'est pour les Autrichiens. Donc là, on ne parle pas de la formation globale, on ne parle que de la formation incendie. Incendie. L'Allemagne, c'est pareil. Donc là, on a une école sapeurs-pompiers, je crois que c'est celle du Baden-Württemberg. Il y a une école par land. Il y a peut-être 22 ou 23 landes en Allemagne. Donc chaque land a son école. Les programmes sont d'État. Et c'est pareil en Allemagne. Il y a de plus en plus de pompiers qui font de la mission SAP, mais c'est aussi du personnel dédié. Avec la précision quand même qu'en Allemagne, là aussi, c'est un système qui repose sur des corps communaux. Et il y a également, ces valeurs, son chiffre sont indicatifs, puisqu'il y a des variantes qui peuvent exister selon les landes, selon les villes, en ce qui concerne la partie incendie, enfin dans la partie incendie, la partie là aussi dédiée à la compréhension du système feu. Donc voilà, ça fait partie des exemples où vous pouvez avoir des petites variantes, mais bon, c'est le reflet, grosso modo, de ce qui se fait entre les pompiers professionnels et les pompiers volontaires en Allemagne. Sachant qu'en Allemagne, la formation de secours technique est importante, puisque dans tous les pays que l'on peut trouver autour de nous, les engins d'intervention, il y a une beaucoup moins grande variation du type de véhicule. Ces engins sont tous polyvalents, ils ont des fourgons polyvalents. C'est que les équipages auront à peu près toutes les formations que nous on a par spécialité, le RCH, le CMIR, etc. Eux, c'est de base, puisque les camions, les engins d'incendie emmènent avec eux tout le matériel de base, donc du personnel apte à le servir. Il n'y a que, éventuellement, le plongeur. Le grimpe, beaucoup de gens l'intègrent dans la formation, il n'y a que les plongeurs qui sont plus spécifiques. Mais sinon, quasiment toutes nos spécialités sont de la formation de base pour beaucoup de pompiers européens, les Allemands, entre autres, les Autrichiens, l'Europe du Nord. On le retrouve parce qu'ils ont des véhicules polyvalents dans lesquels ils emmènent tout. Donc c'est difficile de ne pas avoir la formation si on a le matériel. Donc ça aussi, ça joue aussi sur le volume total, ça explique aussi une partie. Le Royaume-Uni, là ça varie, c'est par rapport à l'ancienneté du pompier, parce qu'au fur et à mesure qu'il a des formations obligatoires de continuité, c'est un peu le même système aux États-Unis. Alors au Royaume-Uni, alors on en parlait ce matin, donc le Royaume-Uni, c'est les 5 pays du Royaume-Uni. L'Irlande ne fait pas partie du Royaume-Uni, puisque c'est un pays indépendant aujourd'hui. L'Irlande est à part, parce que l'Irlande et les pompiers font comme nous le secours à personne. En Angleterre, c'est pas le cas. Au Royaume-Uni, pardon, c'est pas le cas. C'est le NHS qui fait le secours à personne. Et les pompiers ne font que l'incendie et le secours technique, tout ce qui est des incarcérations, etc. Et donc, on varie entre 480 et 760 heures. C'est la formation de base. On n'a pas pu sortir en fait la formation spécifiquement incendie, même si elle est assurée sur caisson, etc. Avec là aussi des variantes entre les différents comtés qui existent.
même si il existe de plus en plus cette volonté de regroupement et de retrouver des formations qui sont communes. Sachant que là aussi, du côté de la Grande-Bretagne, qui est précurseur, hein, puisque avant les années 2000, il y avait déjà la prise en compte de ces formations, et qui maintenant se traduit par le fait qu'effectivement, il y a des outils à feu réel, des outils notamment à bois dans la quasi-totalité des écoles de comté. Puisque s'explique là aussi par le fait que la spécificité de la mission est essentiellement dédiée à la lutte contre l'incendie et le secours technique. On a regroupé la Hollande et la Belgique. Ils sont un petit peu semblables, la Belgique ayant quand même une réforme toute récente qui est assez impressionnante. La Hollande, les textes datent d'il y a 2 ou 3 ans. Donc la compréhension du système feu se trouve sur toutes les formations. Ce n'est pas le même niveau, mais dans toutes les formations d'équipiers, de chefs d'agré et de chefs de groupe, on retrouve la compréhension avec de la partie théorique, de la partie pratique en laboratoire et ensuite du caisson. Donc caisson bois. Ça c'est la Hollande. D'ailleurs on voit souvent pas mal de films qui sont tournés soit sur Amsterdam, soit sur Rotterdam, où on voit souvent des démonstrations et des caissons. On reconnaît bien quand on connaît la tenue hollandaise, on la reconnaît facilement. La Belgique, depuis très peu de temps, ils ont décidé quelque chose qui, à mon avis, est assez... c'est de mettre en équivalence la formation des pompiers volontaires et professionnels. Donc depuis peu de temps, il y a quelques semaines, un décret royal a été adopté en précisant que la formation des pompiers volontaires serait identique à celle des pompiers professionnels. C'est-à-dire qu'on n'a pas descendu les pros au niveau des volontaires, on a monté les volontaires au niveau des pros. Et maintenant, ils se posent des questions de savoir combien ils vont faire. Mais le décret a été validé par le roi. Maintenant, on va regarder avec attention ce qui se passe dans le pays. Sinon, en gros, la compréhension du système feu, uniquement le système feu, c'est-à-dire en pratique et en théorie, c'est à peu près 120 heures pour la formation qui va être mise en place. Et la validation opérationnelle d'un chef d'agré ne peut être faite qu'après une séquence de 18 passages sur caisson, avec l'analyse des différentes situations possibles sur caisson. Donc aujourd'hui, c'est quand même un des pays en Europe qui est poussé. Maintenant, on va voir la réalisation de nos amis. Non, sauf qu'effectivement, c'est quelque chose de très très récent, puisque ça a été abordé et présenté dans le cadre de la réunion du mois de septembre de l'IFIW, où ce sujet a été abordé et présenté. Il y a eu sur la première journée, le soir, la visite du ministre de l'Intérieur belge qui avait été invité pour venir rendre visite aux membres de cette rencontre. Et effectivement, ce concept de modification des volumes horaires entre les différents statuts existants chez les pompiers et le fait, là aussi, d'inclure dans le cursus un certain nombre de passages dans les outils à taille réelle, beaucoup plus importants, avec des séquences, là aussi, qui sont évolutives par rapport aux différents stades de la formation et par rapport aux objectifs. Mais bon, ça reste... avec la question qui est en corollaire, c'est comment est-ce que ce sera réalisable de manière pratique. Mais en tout cas, la volonté toute récente a été entérinée et c'est un aspect intéressant. Alors ça, c'est un des outils que vous voyez ici, qui est donc sur l'école Pivot. Donc ils ont un certain nombre de conteneurs, comme vous pouvez le voir à l'arrière, sur la partie gauche de la photographie. Et sinon, là, c'est un des outils aussi, en structure en dur, qui est dédié donc à la formation et en particulier, là aussi, notamment pour les formations à la ventilation opérationnelle, puisqu'il y a un certain nombre de volumes qui sont les uns sur les autres, avec une intercommunication qui permet là aussi de mettre en œuvre les différents concepts. La Suisse, les pompiers font du secours technique, de l'incendie bien sûr, et le personnel dédié aux ambulances n'est pas le même que celui qui fait l'incendie. Donc pour les professionnels, on est sur des professionnels, la formation c'est 2000 heures en école du feu fédérale. Donc il y a 3 écoles fédérales, donc pour nous la plus simple à contacter c'est l'école latine parce qu'ils parlent français. Après vous avez l'école de langue italienne et l'école de langue allemande. Il y a 3 écoles, donc chaque école a le même programme dans 3 langues différentes. 2000 heures, là aussi ils font tout, je vous dis eux ils font tout sauf la plongée au niveau de formation du système. Et aujourd'hui, les pratiques se font sur caisson bois et les nouveaux caissons sont installés avec une dépollution des fumées par récupération. Donc je vous montrerai une photo après. Le premier qui a été installé est sur l'école de Lausanne.
L'avantage, c'est qu'en fait, la Suisse, c'est un peu compliqué. Il faut éviter de jeter un papier par terre, leur faire de la fumée, c'est très compliqué. Donc ils ont trouvé la solution, c'est difficile de gérer une sortie de fumée depuis un caisson sans modifier l'aérologie interne. Donc en fait, ils ont fait un faux toit, ils ont fait un toit sur le caisson sur lequel ils récupèrent par des ventilateurs et ils nettoient ça à la chaux, avec un nettoyage de la chaux, récupération, etc. Donc c'est pas mal fait, ça marche pas mal. Le premier système a pris feu, donc ils l'ont modifié, maintenant ça marche. Ça arrive. Quand on est précurseur, voilà, on fait des essais, ça ne marche pas toujours forcément de la première fois. Mais enfin bon. Les marins-pompiers de Toulon, un centre de formation qui est aussi sur un système de dépollution suédois. Mais eux, ils limitent la température des fumées puisque les fumées passent directement sur le charbon actif, au-dessus de 295 degrés. Le charbon actif, il réagit en tant que charbon, pas en tant qu'actif. Voilà. Donc c'est bien quand même déjà 295 degrés, mais bon, il faut faire attention, il y a des capteurs qui sont là pour refroidir s'il y a un problème. Donc ça c'est le centre de formation qui s'appelle l'Arama en Suisse. Alors c'est un peu particulier, c'est Lausanne. Lausanne, vous savez, si un jour vous allez promener chez nos amis, vous ne verrez pas les vaches mauves, par contre vous allez voir des camions marqués ECA sur le côté. Et au début, ne riez pas, il ne faut pas se moquer, hein, c'est pas bien. ECA, je pensais que c'est le fabricant du véhicule. C'est vrai que j'étais tous des camions ECA, je disais quand même, il est un gros fabricant. En fait, c'est l'établissement cantonal d'assurance. C'est-à-dire que là-bas, les assurances, c'est pas AXA ou la Mondiale ou qui vous voulez, c'est l'administration cantonale. Donc les primes sont très nettement inférieures aux nôtres. Mais malgré tout, avec ce qu'ils récupèrent tous les ans des industriels et des privés, ils ont actuellement, dans les banques suisses, mais eux, ils ont le droit, donc il n'y a pas de problème, 2,9 milliards de francs suisses stockés pour payer un gros problème éventuellement un jour. Et avec tout le reste de l'argent, ils achètent tout le matériel, toutes les tenues, ils mettent en place toute la formation des pompiers du canton. Donc j'ai vu l'officier avec qui je discutais, je dis problème de budget, il me dit non, pas trop. Là on a des envies de meurtre en fait. Ça. Donc pour la petite histoire toujours, ce centre de formation en fait il est en libre service. C'est-à-dire qu'ils ont formé 100 intervenants qui sont formés à la mise en fonction du centre dans l'ensemble des casernes du canton. Et en fait ils ont un planning informatique et les gens peuvent venir quand ils veulent, ils ont une carte qui ouvre la porte, ils se servent du centre, ils le nettoient, ils repartent. Le centre est totalement en fonctionnement autonome. Donc ils peuvent faire le samedi, le dimanche, le soir. Quand les pompiers sont disponibles, ils peuvent venir manœuvrer sur le centre. Bon, après c'est des Suisses. Hein. Quand ils partent, c'est propre. Donc à gauche, la maison feu. Alors il y a 11 situations différentes. Ils peuvent en faire fonctionner 6 en même temps. À feu réel, avec c'est du gaz là par contre. Et à droite, c'est le système de caissons. Donc il y a 2 caissons, un à droite, un à gauche, à 2 étages. Et au milieu le système de désenfumage. Et en fait c'est le toit qui est au-dessus, qui est un système de récupération, donc il y a une évacuation normale de la fumée du caisson, et en fait 1,50 m ou 2 mètres au-dessus on récupère les fumées, et c'est cet élément-là qui est aspiré. La Croatie, alors la Croatie effectivement c'est un pays qui n'est pas dans l'Europe, l'Europe économique, l'Europe, la communauté. Par contre effectivement aujourd'hui il y a pas mal de caissons qu'on appelle caissons croates, en fait c'est le Tanuyev, hein. Mais c'est vrai que ce n'est pas un pays qui était jusqu'à présent très très reconnu. Et aujourd'hui, on en parle beaucoup du caisson croate. Oui, c'est un pays qui s'est penché sérieusement sur le problème et qui a fait évoluer donc, la formation. Je pense que Yvan et nos collègues de l'école et puis du 84 pourraient en parler, puisque la formation et la mise en œuvre de l'outil a été fait en partenariat avec nos collègues, avec des collègues croates. Voilà. Donc effectivement, il y a eu là aussi, puisqu'on parlait de l'IFIW tout à l'heure en début de présentation, il y a eu une réunion de l'IFIW il y a 2 ans en Croatie. Donc voilà, ils sont assez ouverts et assez orientés sur le système, avec une véritable évolution. Quand on voit le parc automobile et les outils dont ils disposent, qui sont pour un certain nombre d'entre elles des récupérations d'anciennes bases militaires, donc avec déjà une infrastructure, mais des outils très intéressants, et notamment une batterie d'outils à taille réelle qui permettent de mettre en œuvre beaucoup de formations avec une véritable ouverture sur l'extérieur là aussi, et une vraie volonté d'échange avec les autres pays. Par contre, au niveau organisation, on va dire de l'État, c'est un peu plus compliqué, il n'y a pas de texte, donc c'est très local. Donc il y en a qui sont très en avance, d'autres qui sont un petit peu moins en avance, tu confirmes, Yvan ?
si on a bien compris, parce qu'il y avait la barrière de la langue malgré tout, mais en fait, même leur caisson, c'est plus ou moins une structure associative en fait. Et c'est plus ou moins une initiative d'un certain nombre de pompiers, chefs de centre, formateurs, etc., qui se sont rattachés à cette structure associative qui gère en fait leur caisson, sachant que par contre ils forment alors voilà les communes qui veulent venir s'y entraîner, quoi. Moi c'est vrai que nous avaient impressionnés parce que on dit ouais les pompiers français etc., mais enfin ils nous ont beaucoup appris, quoi. Et alors que c'est entre guillemets la Croatie, quoi. Faut se méfier. La Pologne, donc la Pologne, ils font que le secours technique, ils font pas de secours à personne du tout. C'est pas le cas de tous les pays là-bas, mais en Pologne c'est comme ça. Donc actuellement, la convention du système feu, simplement ça, c'est 40 heures, avec une volonté de monter à 60 heures dans le programme national. Et donc actuellement, ils sont en train de mettre en place des caissons à bois, de façon à atteindre cet objectif. Parce qu'effectivement, toute augmentation du volume horaire sur un pool de personnel, ça va imposer du matériel de formation en plus, d'autant plus qu'il y a quand même des usures sur ces genres de caissons. Et donc ils sont en train de le développer. Donc la Pologne, moi personnellement, pour des raisons normatives, je me suis rendu en République tchèque. Alors c'est toujours pareil, là aussi, c'est un peu comme en Chine. Hein. Il y a des endroits où ils sont très en avance, d'autres un peu moins en avance. Mais quand on va à Budapest, si vous avez l'occasion, aller dans une caserne, voilà. Voilà. Vous enverrez mon message en me disant ce que vous avez remarqué. L'Espagne. L'Espagne, les pompiers ne font que le secours technique. Il n'y a en Espagne pas de pompiers qui font du sanitaire. C'est bon, comme partout ailleurs d'associatif. Le CSF, là aussi, alors c'est un peu compliqué en Espagne, vous savez que les régions sont très autonomes. Sur le programme, il y a une base et il y a pas mal de modifications. Et comme les pompiers sont encore communaux au sein de ces provinces autonomes, ils sont encore autonomes dans les provinces autonomes. Donc on a des deltas assez importants. Et en plus, on a des deltas entre l'ouest et l'est de l'Espagne. Donc entre les collègues de Barcelone, donc en fait côté France, et les collègues du Pays Basque côté France. La France, c'est de tous les côtés, c'est bizarre. Donc en gros, c'est entre 40 et 80 heures, spécifiquement sur le système feu, entre la théorie et la pratique. La pratique étant sur des caissons. Et bon, Steve va en parler. Bon, c'est souvent des centres de formation privés. Oui, donc les corps de sapeurs-pompiers, notamment des grandes villes ou autres, ont leur centre de formation, mais pour ce qu'on va appeler le tronc commun, la partie de base et les établissements, la mise en œuvre des échelles, etc. etc. Par contre, sur les parties plus techniques, telles que le besoin de mettre en œuvre des caissons, par exemple, il est alors, pas partout, là aussi effectivement il y a beaucoup de variantes en Espagne, mais enfin les deux illustrations que vous voyez ici, ce sont deux outils qui appartiennent à des écoles privées qui mettent leurs installations à disposition des corps de pompiers ou des entreprises privées pour leurs services d'incendie, avec la possibilité soit de mettre simplement l'outil à disposition et les gens viennent avec leur formateur, ou aussi de mettre à disposition une équipe pédagogique. Ils sont capables de s'adapter à vos besoins. Le corps de Madrid, par exemple, vient former ses pompiers pour la partie CSF et la partie mise en œuvre caisson sur l'école de Fortem que vous voyez là en bas. Et moi, dans ma précédente affectation, j'avais emmené une partie de 8 formateurs pour la mise en place de la ventilation opérationnelle, où on avait demandé donc avec un cahier des charges une adaptation de l'outil, la tour ici que vous voyez, qui avait été adaptée par rapport à notre cahier des charges, le besoin d'avoir par exemple un exutoire en partie haute. Donc c'est une école qui fait du sur-mesure et donc qui dans l'ensemble semble bien satisfaire, puisque des gros corps de pompiers, notamment tels que Madrid, ont recours à ces installations qui leur permettent d'utiliser les installations quand il y en a besoin et puis de ne pas avoir la charge de la particularité de la maintenance de l'entretien à longueur d'année, quoi. Donc en Italie, c'est un des pays où c'est le moins en avance au niveau du planning. Les pompiers italiens font que l'incendie et le secours technique. Alors particularité aussi, ce sont des pompiers d'État, un petit peu comme la police chez nous, donc ce n'est pas des pompiers communaux ou départementaux. L'école de formation, elle est à côté de Rome. Donc la formation de base, elle est de 1200 heures, sachant qu'ils ont énormément de secours technique, puisqu'ils ils font même du conducteur de travaux. Donc nous, on demande à un architecte quand il y a eu un feu, eux, ils sont formés pour pouvoir analyser. Donc c'est un peu particulier par rapport à nous, ils font du déminage, ils font des choses que nous, on ne fait pas. Par contre, la formation incendie,
vu mon nom, à mon grand regret, elle est quand même assez embryonnaire. Il y a un peu de caissons, mais bon, c'est plus la volonté du directeur de stage que dans le planning, en fait. Donc c'est pas, mais voilà. Mais par contre, c'est des pompiers d'État et ils sont actuellement 96 000 pompiers professionnels. Alors on a rajouté la Grèce ce matin parce qu'on a eu les infos d'un contact grec. Les pompiers grecs font l'incendie et le secours technique. La formation des SPV est de 120 heures, tout compris, pas que l'incendie, tout compris. Et sachant qu'ils ne font pas d'ambulance. Et le sapeur-pompier professionnel, c'est 1000 heures. C'est à peu près 6 mois. Et là, pareil, on n'a pas pu avoir la dissociation. Oui, là aussi, beaucoup de variantes, vous imaginez en ce moment, avec la situation particulière que connaît la Grèce sur l'aspect économique, comme ça peut effectivement, bien évidemment, impacter les choses. Mais bon, des variantes selon les endroits. Donc, moi, le contact dont je dispose est plus basé sur Thessalonique et sa région. Et aujourd'hui, bon, ça reste quelque chose de relativement. Enfin, la partie compréhension du système feu en tant que tel reste vraiment embryonnaire. Et à ma connaissance, il n'y a pas encore de caisson. Les outils, les formations sont des formations théoriques avec des outils à taille réduite, mais il n'y a pas de caisson. Et c'est un pompier volontaire de Thessalonique qui sue sang et eau pour essayer de convaincre les autorités nationales de l'intérêt et de mettre des moyens là-dessus. Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, dans le contexte du moment, le pauvre est une misère. Donc voilà, mais c'est l'état des choses aujourd'hui en Grèce. Pour la petite histoire, en 2002, 2003, 2004, j'ai travaillé sur un projet européen d'utilisation de retardants au sol. Et il y avait donc dans le groupe de travail des Grecs qui travaillaient avec nous. Et on a fait des réunions plusieurs fois à Athènes. Il y a 3 universités grecques qui travaillent sur l'incendie feu de forêt, en fait. Il y en a 2 qui travaillent sur la combustion et le développement du feu, et une travaille sur la mécanique des fluides au niveau des largages. En Portugal, il y en a 2. En Espagne, il y en a 2. Voilà. Aux États-Unis. Alors là, c'est très compliqué. Alors, il y a un standard NFPA, vous pouvez le lire si ça vous intéresse, mais lui-même, même quand on l'a lu, on n'est pas encore très convaincu de ce que ça veut dire. Il y a 2 types de firefighter, le FF1 et le FF2, donc c'est des niveaux successifs. Donc pour faire les 2, il faut avoir fait le 1. Le 1, c'est la formation de base, je dirais. Pour ce que j'ai compris, le 1 c'est équipier, le 2 c'est chef d'équipe, en gros, à peu près, voilà, à la louche. Et dans les 2, il y a de l'incendie. D'accord ? Mais dans le programme, c'est très succinct. Et moi, j'ai fait pas mal de passages dans pas mal d'endroits. Il y a des endroits où c'est très en avance, des endroits où c'est peu moins en avance. Mais malgré tout, quand même, il y a toujours du caisson, il y a toujours du feu et de la théorie du feu. Avec des grosses variantes aussi, les États-Unis, système communal, avec des variantes très très importantes d'un État à l'autre, d'une ville à l'autre, où on peut rencontrer des situations suffisamment paradoxales que d'une ville à l'autre, même si les types de raccords est identique, le diamètre ne le sera pas forcément. Enfin bon, voilà, ça fait partie des choses qui sont propres aux États-Unis. Il y a quand même cette notion de Firefighter 1 et 2, pompier 1 et 2, qui permet là aussi de cadrer à peu près les choses et de faire qu'elles soient à peu près identiques, mais comme il n'y a aucune obligation vraiment de le suivre. Donc beaucoup de variantes avec là aussi un impact culturel très très fort et une réticence à l'évolution sur un certain nombre de choses qui est très marquée, mais bon, avec le paradoxe américain où ils sont capables d'être très résistants d'un côté, et puis le jour où ça se décide, de mettre là aussi le paquet sur un certain nombre de choses. Donc il y a des études récentes qui ont été réalisées, notamment à Chicago et puis à New York, avec 2 organismes que sont le NIST et l'UL, donc qui sont des organismes plus ou moins publics avec et qui ont aussi pour vocation d'étudier un certain nombre de choses et qui ont notamment en ce qui concerne l'UL un site internet très intéressant qui met à disposition de l'ensemble des pompiers et ils sont en train de travailler pour faire des programmes. Il y a un programme en espagnol. Aujourd'hui, le programme est disponible en espagnol. Il est disponible en anglais, bien évidemment. Il est en train d'être traduit en allemand. Il est en train d'être traduit en polonais et il est en train d'être traduit en français. Donc, il y en aura peut-être d'ici quelques temps la possibilité, là aussi, de les utiliser.
avec notamment un certain nombre d'études sur les pratiques relatives à la ventilation opérationnelle, à l'attaque transitionnelle ou l'attaque d'atténuation, un certain nombre de modifications des pratiques opérationnelles. Et puis là aussi un sujet qui devient d'actualité, notamment l'aspect hygiène et l'impact des fumées et des effluents auxquels nous sommes confrontés sur les théâtres d'opération, pour savoir comment on peut aussi améliorer les choses dans ce domaine. Donc les États-Unis, c'est à l'échelle du pays, c'est très vaste avec beaucoup de variantes, mais aussi je dirais de grandes avancées amenées par ce biais-là, et notamment par ces deux organismes. Et là, on a exactement la transcription de la porte d'entrée du domaine scientifique vulgarisé pour le mettre à disposition des pompiers, de le transcrire, notamment avec la notion de cette attaque transitionnelle ou attaque d'atténuation qui a démontré qu'effectivement la croyance, par exemple, qui était la nôtre, de dire que lorsqu'on attaque de l'extérieur, le côté attaque à l'américaine avec toute la connotation péjorative que ça peut avoir dans la bouche d'un pompier français, et pas du tout, ça n'engendre pas du tout ce qu'on pensait, ça ne déplace pas les fumées à l'intérieur, ça ne pousse pas le feu à l'intérieur, et donc voilà, et ça c'est avec un certain nombre d'études qui ont permis de le démontrer de manière indiscutable et scientifique, et qui donc amène là aussi, progressivement bien évidemment, mais à une modification des pratiques opérationnelles. Sachant que ça se fait ailleurs. Deuxième pays qu'on a étudié, donc c'est le Canada, où là aussi, dans certains endroits, vous avez des personnels SAP dédiés, mais pas partout. Et quand ils ne sont pas dédiés, c'est certains petits corps volontaires un peu isolés, parce que des fois, il y a quelques heures de route entre deux villages. Donc, alors là, je me suis plus intéressé à Québec, parce que j'y ai passé pas mal de temps. Donc la province de Québec, pour rentrer pompier, on rentre avec un bac +2, qui s'appelle l'IPIC, donc l'équivalent chez nous d'un lieutenant, là ça rentre sapeur. Et quand on rentre, on a fait ces 2 ans, donc dans lequel on a la prévention, on a la connaissance du système feu, on a les manœuvres, on a pas mal de choses comme ça. On a 120 heures d'adaptation dans le centre de formation, par exemple de Montréal ou de Québec, ou de Toronto, puisque Toronto est le même système que là, où on va s'adapter au système incendie. Parce que par exemple, comme disait Stéphane, Montréal utilise le raccord Storz, mais Québec non. Donc il faut que chacun se retrouve un petit peu dans son matériel. Et là aussi, maintenant, c'est assez récent, parce que moi, quand je suis allé, ils ne le faisaient pas, ils faisaient les questions classiques. Là, maintenant, ils ont un CSF qui est assez poussé, avec des systèmes, des passages en caisson qui sont bien organisés. Et ils sont sur le standard, on va dire, standard suédois, pour le schématiser. Avec là aussi la particularité qu'on rencontre à certains endroits d'avoir la formation des pompiers qui peut être assurée soit par les structures publiques en tant que telles, par les services d'incendie eux-mêmes, ou par le biais d'écoles. Donc il y a une université privée qui prépare à cette formation, et il y a aussi des écoles de pompiers privés qui se mettent à disposition des corps de pompiers publics pour assurer la formation, et notamment des passages en caisson par exemple. De toute façon, c'est un pays qui est tellement vaste qu'ils ont développé depuis très longtemps le e-learning. Et pour eux, ils n'ont pas le choix, quoi. Quand vous avez des heures d'avion pour aller d'un côté à l'autre du secteur. Bon, c'était intéressé un petit peu à l'Amérique du Sud, on a quelques contacts. Donc le Chili, alors Chili-Pérou, c'est un peu pareil. Au niveau de l'organisation des pompiers, c'est quasiment que des pompiers volontaires, avec une particularité pour le Chili où le pompier volontaire doit payer pour être pompier. C'est-à-dire qu'il n'est pas payé pour faire l'activité, il paye lui pour entrer dans le corps de pompier, parce que c'est un honneur. Et une autre particularité, c'est qu'il y a des pompes nationales, ce qu'on appelle. Donc, à Santiago du Chili, vous avez la Pompe France, qui est la 4e compagnie. Les camions sont des engins de pompe, sont des Camiva. Les tenues sont les tenues françaises avec le casque F1, etc. Vous avez la pompe de Deutschland, qui est la compagnie numéro 3, où ils ont des engins Rosenbauer ou des engins Magirus avec des casques allemands et des tenues allemandes. Vous avez la pompe là. Donc, tous les pays européens, et c'est lié à l'histoire du peuplement du pays par des souches françaises, allemandes, autrichiennes, etc. Donc voilà comment ils ont recréé l'univers local dans le pays. Donc la formation, ils sont basés sur le système. Alors l'Amérique du Sud est très perméable aux normes NFPA. Et donc ils ont pour beaucoup la même formation. Le Chili, c'est typiquement d'ailleurs, les camions sont très européens, mais la formation est très américaine. Les tenues, c'est pareil, hein, ils ont les casques classiques américains. Ils sont sur la même formation que les Américains. Le Pérou, ils ont un CSF de 40 heures dans la formation globale, c'est aussi que des volontaires.
Ben alors le Pérou, je crois qu'on a regardé tout à l'heure, c'est 111 corps pour tout le pays, je crois, ce qu'on a vu. 111 centres de secours pour un pays. Il faut bien viser où on a l'accident, quoi. Le Brésil, c'est un peu particulier, c'est des militaires. Ils font le secours à personne, c'est eux qui font tout, mais c'est des personnels dédiés, c'est beaucoup de médecins. Et la formation globale pompier, c'est 120 plus 80. D'accord ? Et là-dedans, vous avez le CSF. Ils font du feu. Moi, j'en ai reçu il n'y a pas très longtemps à la caserne. Mais c'était pour du feu de forêt, donc on a parlé d'autre chose, mais on a un peu abordé ça. Ils sont pas tellement sur des questions, ils sont plus sur des maisons à feu. Et ils font du feu réel, mais à côté de ça, ils en font tellement à côté que assez rapidement, ils ont le potentiel. Et ils sont très nombreux, pas de volontaires, que des pompiers militaires professionnels. Après, c'est pas des chiffres qu'on a l'habitude de voir, quoi. Quand le gars il vous parle du service des plages à Rio de Janeiro, ils sont 4000 sur les plages, donc 900 médecins. Voilà, voilà. Bon, c'est Rio de Janeiro aussi. Hein. On passe en Afrique. Donc on a mis un cas particulier, c'est l'Algérie, parce que c'est même un pays où on a pas mal de liens. Donc actuellement, il y a un marché. Donc on a été questionné à ce sujet. Pour la livraison et la mise en service de 60 caissons sur tout le territoire, et avec la formation de personnel pour la formation générale. Donc l'Algérie actuellement est en train de mettre en place un très gros plan de formation sur CSF en fait pour ses agents, pour ses personnels. Donc voilà, c'est pour mémoire. Asie-Pacifique. Donc le Vietnam. Donc les pompiers ne font pas de secours à personne du tout. Et ils commencent en fait la CSF avec des instructeurs japonais. Oui, c'est vraiment là aussi structure militaire répartie sur l'ensemble du pays avec une organisation à peu près identique partout et puis une formation globale sur l'incendie, sur le secours bien évidemment. Et donc le côté CSF commence à être pris en compte. Il y a à ma connaissance, et en tout cas à la connaissance de mon contact, 2 écoles qui disposent de caissons. Avec des variantes assez importantes en ce qui concerne là aussi les volumes horaires et une formation qui est plutôt à l'état embryonnaire quand même malgré tout aujourd'hui et une formation qui est plutôt théorique et avec des outils à taille réduite. Voilà, en ce qui concerne le Vietnam et puis là aussi l'influence des pays proches qui amène là aussi petit à petit le développement de la formation dans ce domaine. Pour la Malaisie, donc une formation complète de 150 heures environ, dans laquelle il y a un peu de CSF. La Malaisie, c'est assez compliqué. Je suis parti là-bas quelques années faire des missions. Il y a du très bon et puis du un peu moins bon. Hein. C'est un peu comme la Chine. Hein. La Chine, vous avez 3 catégories de centres de secours. Ceux qui font les très grandes villes, au-dessus de 10 millions d'habitants. Ceux qui font les grandes villes, entre 1 et 10 millions d'habitants. Ceux qui font en dessous d'1 million d'habitants. En dessous d'1 million d'habitants, c'est le petit village de chez nous, quoi. Voilà, donc c'est difficile de se comparer. La Malaisie, c'est un peu pareil. Vous avez Kuala Lumpur, où ils sont très bien équipés. Et à côté, c'est plus compliqué. Avec un mélange d'influences britanniques et américaines en ce qui concerne les techniques opérationnelles. Donc voilà, c'est assez variable. Par contre, il y a eu de gros efforts qui ont été faits ces dernières années pour la mise en place de caissons, avec des recours à des formateurs extérieurs, britanniques et américains, pour développer cet aspect-là. Donc c'est quelque chose qu'ils ont pris en compte de manière assez sérieuse et qui maintenant est établi dans le cursus de la formation. Avec, alors dans les 150 heures, c'est pas que du CSF. Hein, c'est formation globale. Voilà. La Corée du Sud, donc ils font des secours à personne en personnel dédié. Donc ils sont en train de travailler dessus, d'ailleurs à l'IFIW ils en ont parlé. Et le volume CSF qui est prévu, c'est de 40 heures sur la formation totale des pompiers de Corée du Sud. Hong Kong, donc là aussi, alors Hong Kong c'est la Chine, mais c'est quand même un peu particulier, puisqu'ils ont quand même été sous gouvernance anglaise pendant pas mal de temps. Donc actuellement, alors ils font le secours à personne mais en dédié, c'est-à-dire que c'est des personnels qui ne sont pas incendies. Le CSF c'est 60 heures avec la théorie et les caissons. Et actuellement la volonté c'est de monter à 100 heures. Ils sont en train de construire une deuxième école pour pouvoir répondre à ce but. En fait c'est 40 heures de caissons actuellement et 20 heures en gros de théorie
théorie, démonstration, petits éléments, etc. Hein, et ils veulent monter à 100 heures, donc rajouter en fait 40 heures de caisson encore. Alors c'est quelque chose qui est assez récent, hein, puisque bon, c'est des informations qui datent du mois de septembre, il y avait 3 collègues de Hong Kong qui assistaient à la réunion, et donc la construction d'une deuxième école, avec la particularité aussi de savoir que Hong Kong est un territoire très restreint, et le mètre carré est très très cher et rare, et donc bon, là, cette volonté d'agrandir le deuxième centre de formation pour développer la mise en place de caissons, c'est quand même révélateur, et ça a aussi un véritable impact. Et donc ils sont très fortement impliqués dans ce domaine-là, avec une influence du sismique qui est pour cause très, très importante. Et d'ailleurs, ça s'est traduit aussi la volonté d'ouverture et d'échange, malgré le statut chinois, puisque c'est eux qui organisent l'année prochaine, dans 2 ans, pardon, qui sont positionnés pour accueillir l'IFIW. L'Australie et la Nouvelle-Zélande, on les a séparés, mais c'est la même, ils sont très proches en fait, on a bien vu dimanche dernier. L'Australie, la formation des pompiers professionnels, c'est 520 heures, formation globale. Par contre, ils sont très basés sur les Anglais, donc ils travaillent sur caisson, ils ont un CSF qui est assez bien fait. Les pompiers volontaires n'intervenant que pour le feu de forêt. Et c'est pareil dans les 2 pays. Et ils ne font pas le secours à personne. Ils font que de l'incendie, du secours technique. Donc là... Avec un petit bémol aussi concernant... Enfin, l'Australie, c'est un continent, un pays et un continent en même temps, avec là aussi des variantes très importantes, hein, du style la Nouvelle-Galles du Sud, qui est très en avance, très développée de ce côté-là. Et puis, vous avez le côté Melbourne, où, par exemple, la formation reste uniquement théorique et il y a un refus de mettre en place des caissons. Donc, au sein d'un même pays, avec la même influence, la même culture, la même langue, il y a malgré tout des écarts assez importants. Donc là, les chiffres qui vous sont présentés sont ceux qui concernent les pompiers de l'État de la Nouvelle-Galles du Sud. Il n'y a pas que lui, mais après, en fait, il y a deux États qui sont un peu réfractaires. Voilà. Si vous avez des questions. Le caisson bois, quel que soit le modèle, mais le caisson bois, oui. Grosso modo, on a les 2 types d'outils, hein, les outils à gaz et les outils à bois. Le caisson bois, pourquoi le plus développé? Enfin, si on se ramène à l'historique, ça a été introduit par les Suédois au milieu des années 80, suite à des décès de pompiers, et où il leur a fallu trouver très rapidement le moyen de réagir pour mettre en place des outils de formation. Et c'est vrai que paradoxalement, c'est l'outil le plus développé, alors que, bon, en tant que tel, une boîte en métal pour entraîner les pompiers avec ce qu'on sait sur les propriétés du métal, c'est pas forcément la meilleure réponse, mais après c'est effectivement le côté pratique, facilement modulable, facilement déplaçable, peu onéreux et adaptable pour une multitude de configurations. Donc c'est quelque chose qu'on retrouve effectivement de par le monde, essentiellement aussi par rapport à l'aspect bien sûr financier, facilité de mise en œuvre, mais aussi quelque part par une part de réalisme, hein, puisqu'on a ça représente des volumes qui sont proches des volumes dans lesquels on intervient, et qui permettent quand même de nous mettre en situation de manière assez efficace, quoi. Mais on le retrouve effectivement, le modèle suédois s'est propagé quasiment sur toute la planète, quoi. La question c'est, et la France, à votre connaissance, combien de SDIS sont équipés d'outils? On ne parle pas des textes, on en parlait en déjeunant, mais on en des termes textes, d'outils bon, pratiques. ça va être rapide. Après, combien de SDIS sont équipés d'outils? Je dirais qu'aujourd'hui, il y en a entre un tiers et la moitié. Quoi? Oui, à tout type, oui, d'accord, je parle en bois, moi. Plus de 60 SDIS, mais pour tout type de caisson, c'est-à-dire à gaz ou à bois. Hein? Parce qu'on a fait une petite étude il y a juste au début septembre. Donc, pour les SDIS qui ont répondu, tous les SDIS n'avaient pas répondu, mais on avait déjà 53 simulateurs flashover qui tournaient.
On avait grosso modo une trentaine de simulateurs techniques de lance, donc sur des bases de containers de 20 pieds. Hein. Mais si on mettait tout bout à bout, c'est-à-dire les projets gaz, les gaz existants, projets gaz, bois existants et projets existants pour le bois, on arrivait grosso modo à un taux de 78%. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, grosso modo, plus des 3/4 des SDIS seraient équipés d'un outil de formation forêt. Alors il faut juste modérer dans le sens où vous pouvez avoir un SDIS qui a juste un container de 20 pieds et qui du coup rentre dans la statistique. Et vous pouvez avoir des SDIS, comme je prends la Grande Couronne, comme l'Essonne, vous avez à la fois de la structure gaz, plusieurs containers. Voilà, c'est la chose à modérer. Et en sachant aussi, je prends le cas de Hong Kong, qui pour son problème d'emplacement vient de se faire livrer un container bois sur trailer, c'est-à-dire sur semi-remorque, avec un deuxième semi-remorque à côté qui est là pour capter les fumées et les traiter. Pour être sûr de pouvoir, grosso modo, se garer dans la rue, faire la formation des pompiers, parce qu'ils ont le problème de place, et de repartir le soir sans gêner personne. Donc ça veut dire que les produits qui vont être proposés bientôt l'offre commerciale va exploser. On a déjà en France un département qui a des caissons mobiles. Et qui est pas mal. Non, en fait, en dehors de tout texte, la France a rapidement progressé. Mais en dehors de tout texte. Avec des fois, effectivement, des approximations qui ont mené à des accidents ou des incidents. Bien, mais merci beaucoup pour cette étude. Je pense qu'on peut aussi les applaudir pour cette recherche, parce que c'est pas évident d'aller chercher les infos à travers le monde, mais l'avantage que vous avez sur nous, c'est que ça fait de nombreuses années que vous avez développé ce réseau, et c'est une force pour nous, donc merci beaucoup. Je passe maintenant la parole à Yvan Pacôme, qui va animer cette table ronde sur la thème de la prospective et des perspectives en matière de compréhension du système feu, de formation à la compréhension du système feu.